de plaisir qu'on reçoit en studio cette semaine le lutteur professionnel Pierre-Carl Ouellette, celui qu'on connaît sous le nom de PCO. Pierre-Carl, comment ça va? Ça va très bien, François, toi? Oui, ça va très, très bien. Écoute, la première chose, je te regarde. T'as-tu maigri? Ouais, ben volontairement. OK. Je voulais perdre un peu de poids quand tout s'est passé. Dans le fond, là, depuis 2017 que ça va vite, là, plusieurs choses se sont réalisées dans ma vie. Signer un contrat, gagner plusieurs ceintures de championnat. Je te dirais que c'est pas mal l'apogée de ma carrière. Donc, ça arrive quand même assez tard dans ma vie. Puis je voulais vraiment être en forme pour ça. Oui, parce que là, vous le voyez, là, il a l'air d'un gars qui est encore en forme, en pleine forme. Pierre-Carl est rendu à un peu plus de 50 ans. 51 ans, exactement. 51 ans, puis t'as l'air en pleine forme. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a beaucoup de choses. L'entraînement spécifique que je fais avec Destro, Michel Leroy, Destroyer, ça a beaucoup, ça a amené beaucoup de changements dans ma vie quand on a croisé nos chemins ensemble. C'était quelque chose que j'avais été impressionné par sa perte de poids de 162 livres à lui, puis qui avait gardé toute la force qu'on connaît, qui fait des tours de force exceptionnels. Quand je l'ai croisé, j'ai demandé s'il voulait m'entraîner. Parce que moi, j'avais encore ce désir-là de marquer la lutte professionnelle comme que je l'avais jamais marqué avant. Puis j'y croyais fermement. Puis quand j'ai eu la chance de croiser Mike puis de lui demander s'il voulait qu'on fasse un bout de chemin ensemble, comme moi, élève, puis lui, mentor, il a décidé d'embarquer dans ce chemin-là. Puis c'est incroyable ce qui est arrivé depuis. C'est quand même incroyable, parce que Pierre-Carl, ça fait des années qu'on se connaît. Oui. T'as commencé, quoi, en 1987? Oui. T'as lutté, quoi, en Afrique du Sud, en Europe, au Japon. Partout, Australie, au Liban, il y en a plein, au Koweït, en Arabie Saoudite. T'es Partout. la preuve que, même si on n'est pas... Anciennement, c'était la WWF, maintenant, c'est la WWE. Oui. T'es la preuve vivante que même si on n'est pas dans la WWE, on peut très bien gagner sa vie dans la lutte. Absolument. Ben, d'autant plus Puis là, cette année, c'est encore une meilleure chance pour tout le monde qui est dans la lutte professionnelle. Il y a une effervescence de la lutte professionnelle incroyable depuis début 2017, fin 2018. C'est incroyable. Toute la lutte a remonté d'une façon très populaire aux États-Unis. Donc là, moi, de la compagnie avec laquelle j'ai signé mon contrat, ça s'appelle la Ring of Honor. Et là, une nouvelle compagnie va débuter ses activités au mois d'octobre, mais ça s'appelle All Elite Wrestling. C'est le propriétaire, M. Khan, des Jaguars de Jacksonville. Ah oui, OK. Il vaut 7 milliards. Vince McMahon vaut 5 milliards. Évolué par Forbes, mettons. OK. Et lui, il va mettre 100 millions dans la lutte professionnelle dès octobre 2019, M. Khan. Mais nous autres, déjà, à la Ring of Honor, on a perdu déjà un arbitre, on a perdu quelqu'un qui monte l'arène, on a perdu du monde dans nos bureaux. Il y a déjà du transfert de personnel. La WWE en ont perdu aussi. Il y a du monde qui ont décidé de ne pas signer avec eux autres pour aller avec All Elite. Puis nous, on a du monde de la WWE qui sont en... Il y a du transfert de... Est-ce que tu penses un jour changer d'association? Ben moi, j'ai été approché par toutes les grandes organisations quand j'ai signé avec la Ring of Honor. Ils m'ont tous approché. All Elite, ce que j'ai décidé de laisser passer, c'est parce que j'ai hâte de voir le produit un coup qui va commencer. J'ai signé un contrat d'1 an. OK. Tout est ouvert. Ben oui, tout est là. Puis moi, je suis en bon terme avec tout le monde. Donc, on va voir ce qui va se passer. On sait que tout passe par la télévision. Est-ce que la nouvelle association a déjà un contrat de télévision? Oui, ils viennent de s'associer avec Ted Turner pour les droits de télévision. TBS. Ouais. Mais puis il y a déjà une petite rancune qu'il y avait entre Vince McMahon et Ted Turner. Vince McMahon avait racheté la WCW de Ted Turner et la faire fermer. Puis Ted Turner a perdu beaucoup d'argent avec la WCW à l'époque parce que il avait fait une guerre et il pensait qu'en achetant juste du talent, on le sait avec les championnats, que ce soit au baseball ou au hockey, les Yankees, quand même, qui veulent acheter tous les meilleurs joueurs, ça ne veut pas nécessairement dire un championnat assuré. Puis ça a fait la même chose avec la lutte, c'est que Vince McMahon avait la façon de créer tout le temps un nouveau talent, puis ça créait une opportunité à d'autres personnes, puis
Ça n'avait pas fonctionné pour Turner, mais là, je pense que pour lui, c'est un retour aux sources. Comment ça fonctionne? Je suis sûr et certain que les gens se posent la question. Tu es un lutteur professionnel, vous transportez vos pénates d'une ville à l'autre, il y a des spectacles à toutes les semaines dans toutes les villes. Comment ça fonctionne? Vous avez un contrat à l'année, vous êtes payé au spectacle. Lorsque maintenant, vous êtes champion du monde, vous avez une ceinture, est-ce que vous avez une prime? Comment ça fonctionne? Comme moi, comme moi, j'étais en Europe, je luttais pour des compagnies indépendantes un peu partout. Comme en 2017-2018, je faisais tout le monde m'appelait, mettons, un promoteur de Chicago m'appelait, mais ça m'avoir, un autre de Toronto m'appelait, voudrait m'avoir, un autre de l'Indiana m'appelait, voulait m'avoir, un autre du Texas m'appelait, voulait m'avoir. Bon, ben, moi, je faisais ma cédule en fonction, OK, jeudi, je vais aller faire Indiana, Chicago, vendredi, je vais faire Toronto avec Hamilton. Mais il y a tellement de luttes partout qui se passent que j'étais capable de me faire 4 jours par semaine, puis de tout rouler ça moi-même. Je faisais 2 promoteurs s'appeler pour les billets d'avion. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans, jusqu'à temps que Ring of Honor m'appelle. Après, Ring of Honor m'a appelé, les autres compagnies ont appelé aussi. Là, j'ai comme demandé c'était quoi les plans qu'ils avaient en tête pour moi. Ils ont dit... il y avait d'autres gros noms, la Ring of Honor, Marty Scurll, que peut-être que dans le commun des mortels, on ne connaît pas, mais dans le monde de la lutte, très connu. Et un gars avec qui j'avais fait beaucoup de combats dans le circuit indépendant, Brody King. Ils m'ont dit, on aimerait ça vous mettre les 3 ensemble puis faire Villain Enterprises. Oh! Là, ils m'ont dit, on veut vraiment faire de quoi de gros avec ça. Là, je savais que pour 1 an, que la durée du contrat, j'ai négocié le montant d'argent que je trouvais que ça valait par rapport à ce que je faisais à 4 fois par semaine, fois X montant. Et là, j'ai décidé que oui, je prenais ce risque-là. Mettons, comme je t'ai dit, d'autres associations m'avaient appelé. Des fois, le salaire valait pas la peine. Des fois, ce qu'ils m'offraient comme histoire, je trouvais qu'il n'y avait rien de concret. Il n'y avait pas de longévité dans leurs idées. C'était on va voir à chaque semaine comment ça va aller. Je trouvais que Ring of Honor, il arrivait avec un projet de 6 mois à 1 an facilement. C'est sûr que tout dépendamment comment est-ce que ça va. On peut avoir des gros projets pour quelqu'un et dire on va lui donner une bonne poussée puis on va mettre le fusée en dessous, mais si ça lève pas, si le gâteau lève pas, ça va. C'est de même que ça fonctionne. C'est comme une télésérie. Hein? On lance une télésérie, les codes d'écoute sont là, go, on continue, mais je veux dire, c'est sûr que ça est tourné pour 13 semaines. On va vivre avec, mais souvent, on en retire aussi. C'est le même principe que toute chose. C'est le monde du spectacle. Oui. Tu me parles, si tu plus payant, d'être un méchant ou un bon? Un gentil? Moi, je suis un gentil. Je t'ai aimé partout. Je te dirais pas que c'est plus payant ou moins payant. Je pense que les polarités sont bonnes. Plus tu es détesté, plus tu peux faire d'argent. Plus tu es aimé, plus tu peux en faire d'argent. Si tu te situes au milieu, tu vas peut-être en faire un peu moins. Il faut que tu sois dans une des 2 polarités. Mais il y a de moins en moins de ça, de bons et de méchants. C'est l'histoire. L'histoire, c'est toujours la façon que l'histoire est racontée. Puis les gens, maintenant, ils aiment un peu... ils ont tout le temps un préféré dans chaque combat. Où avant, c'était définitif que 99,9% de la foule détestait un, puis 99,5% de la foule aimait le bon. C'est plus ça, là. Là, des fois, c'est 70-30, 60-40, 50-50. C'est l'évolution, je pense, en même temps du monde. Je pense que, tu sais, il y a moins de... Avant, on peut mettre, mettons, un exemple, quand The Rock luttait, Nation of Domination. On avait mis 4 personnes noires ensemble pour... Mais il y avait plus de discrimination, il y avait plus une raison de ne pas aimer ou aux autres de dire on prend notre place en tant que nation puis on va dominer, comme on fait un retour, on redonne, mettons, aux Blancs. Il y avait on pouvait jouer sur certaines choses qu'aujourd'hui, c'est plus les mêmes enjeux politiques. Mm-hmm. Les Russes, exemple, à un moment donné, il y avait des Russes. On n'aimait pas les Russes à cause de la guerre froide. Et Nikita Koloff, Ivan Koloff, puis il y en avait plein de Russes. Aujourd'hui, tu amènes un Russe comme Ilya Dragunov, un gars contre qui j'ai lutté, il est aimé du public. Oui, c'est ça. Autant qu'un Ovechkin. Puis dans le temps, les Russes, des fois, ils venaient de l'Acadie. Oui, exactement. Pierre-Carl, pourquoi être revenu ou pourquoi continuer à... T'as 51 ans, c'est une passion, t'aimes ça, mais... Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as un rêve à accomplir? Pourquoi tu es toujours dans la lutte? Bien, premièrement, je trouve, je l'ai expliqué en une couple d'entrevues,
quand tu es plus jeune, tu veux devenir champion du monde, c'est un peu quelque chose qui te fait plaisir dans le sens que je suis bon. Ça vient gonfler ton ego un peu, puis ça... autre que ça l'amène pas vraiment plus que ça. En vieillissant, à un moment donné, le but reste là, dans toi, puis tu te demandes pourquoi j'ai toujours ce but-là qui brûle à l'intérieur de moi, pourquoi que j'ai envie de me réaliser tant que ça. Et là, j'ai réalisé que c'est une question de développement personnel. C'est une question que pour se rendre à devenir champion du monde, puis à avoir un impact dans toute la lutte professionnelle au complet, puis dans la population en général, parce que je veux que ça soit plus large que juste le monde de la lutte professionnelle. Je veux toucher à toutes les sphères, les milieux de ce qui touche à la vie. J'ai pas le choix de me dépasser en tant qu'être humain. J'ai pas le choix de travailler sur moi, d'améliorer des choses, des facettes de ma personnalité, de me faire confiance. J'ai pas le choix de me développer au point de vue personnel, de devenir une meilleure personne pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Mais en même temps, je me dis, si l'objectif, elle me quitte jamais, toujours là, dans le fin fond de moi-même, c'est parce que j'ai le moyen de me réaliser. Mais il faut que j'aie le courage de me réaliser. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Mais là, ça m'amène une question, PCO. Parce que on le sait, tu sais, la lutte, c'est un gros spectacle. Ouais. Qui décide qui va être champion du monde? Le public. Le public? Oui. C'est toujours le public. C'est pas un scénario de... Absolument. C'est un scénario, mais si le gars devient extrêmement populaire, les gens qui dirigent l'association vont dire ben là, PCO va être le prochain champion parce qu'il est adoré du public. C'est ça? Le plus bel exemple que je peux donner, c'est un gars comme, présentement à la WWE, un gars comme Roman Reigns. On le fait gagner, on lui donne des victoires, on donne tout à cette personne-là, mais les gens, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas ça dans 1 an ou dans 2 ans, mais pour le moment, c'est pas lui que les personnes... C'est pas lui que le public veut en avant. Et même si ils s'en rendent compte, il a été mis hors action pendant 6 mois à cause de la leucémie. Il est revenu après 6 mois après avoir supposément gagné son combat de la leucémie. Je ne sais pas si c'est vraiment réglé pour toujours ou c'est temporaire. Je ne suis pas dans les détails. Puis là, on a encore mis beaucoup d'emphase là en espérant dire là, il va avoir peut-être la sympathie du monde en plus que gagner. Ça n'a rien changé. Le public. Puis l'exemple que j'amène avec ça, c'est que Stone Cold Steve Austin, à l'époque, personne ne la voyait venir. Personne ne la voyait là. Il a été engagé comme quelqu'un qui pouvait aider à faire paraître d'autres talents meilleurs que lui. Et à une phrase que Jake the Snake Roberts avait dit, parce qu'à l'époque, il faisait des références à la Bible, puis il arrivait avec le 3.16 John 3.16. Oui. Puis il a dit, Steve Austin avait répondu, demain au Royal Rumble, Jake the Snake Roberts, ce ne sera pas John 3.16, ça va être Austin 3.16. Puis tout le monde avait des signes dans l'aréna, puis ça a duré pendant 4-50 ans. Ouais. Et le public a carrément décidé d'adopter ce gars-là. Et Vince McMahon s'est rangé en arrière de lui. Puis ça a changé l'histoire de la lutte professionnelle. Est-ce que la lutte a changé? Moi, écoute, je suis pas un connaisseur, tu le sais, PCO, mais il me semble qu'à un certain moment, entre autres dans la WWF, c'était des monstres qui étaient là. Des athlètes de 6 pieds 5, 6 pieds 6. Les gars, écoute, c'était des armoires à glace. Il me semble que dans les dernières années, dans la lutte, on a vu des lutteurs qui avaient plus... qui ressemblaient plus à Monsieur Tout-le-Monde. Je pense, entre autres, à un petit gars de Marieville, Owen. C'est pas l'athlète le plus découpé là, sur la planète. Là. On s'entend là-dessus. Il est champion quand même. T'as absolument raison. 100%, ça a beaucoup changé. Je pense que l'époque des gros bras, des gros trapèzes, je pense que ce mode-là là, un petit peu passé, je pense, même au cinéma, un peu partout. Il y en a de moins en moins. Puis les amateurs de lutte qui étaient vraiment amateurs de lutte dans ce qu'on appelle le Golden Age, les années d'or de la lutte, qui étaient les années fin 80, fin 85 à 90 à peu près. 84 à 90. Mais tout le monde était, comme tu dis, c'était tous des monstres. 6 pieds 6, 6 pieds 1, 6 pieds 2, 300 livres, des gros 24 pouces, 20 pouces de bras, des gros chests, des grosses jambes. Tout le monde était comme ça. Mais les gens qui ont grandi en regardant ces gars-là, ou les générations d'après,
c'était pas les amateurs qui sont devenus des lutteurs. C'était pas du monde qui avait cette même vision-là de la chose. Des gars comme Kevin. il y en a plusieurs. Il y en a qui sont moins grands, il y en a qui sont plus athlétiques. Je parle pas que Kevin, mais je parle dans l'ensemble des choses. Tu as beaucoup de style Cirque du Soleil. Là. Il y en a des 630 de 2 flips, 3 flips, 2 flips et demi. Il y en a beaucoup qui le font. Là. Il y a beaucoup de style trapèze, Cirque du Soleil. On en voit de plus en plus. Tu as beaucoup de physiques qui sont plus ordinaires. Tout a changé. Tu parles d'acrobatie. Il faut être un athlète pour réussir ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu mets combien d'heures d'entraînement pour réussir ces acrobaties-là, pour être un athlète professionnel de la lutte? Là? Ouais, là, c'est pas à cause des caméras que j'ai les choses. J'arrive du gym. Quand j'ai décidé d'apprendre, j'ai appris ça tard. Moi, mon backflip, c'est un de mes finishes. Je fais un backflip pour vaincre mes adversaires. Juste pour ça, j'ai mis au moins... je n'ai pas fait 1000 dans cette année-là, je n'ai pas fait un. Là. J'allais m'entraîner au centre iSaut à la Prairie avec un entraîneur privé 2 à 3 fois par semaine, 1 heure. 3 heures juste de faire des backflips. 1 heure de temps d'en faire. Puis jusqu'à temps de maîtriser ça, ça m'a pris quasiment 1 an de pratique pour maîtriser ça comme il faut. Mais ça part tous mes entraînements que je fais avec Mike Roy, Destro, Destroyer. On fait 1 heure par jour tout le temps, puis je refais tout le temps une autre heure plus tard de musculation dans la journée. Lui, là, Michel Roy, là, Destroyer, il n'est pas reposant. Quand tu t'entraînes avec lui, là, c'est vraiment pas reposant. Là. Il surveille tout, pas juste les entraînements, tout ce que tu manges, tout ce que tu fais dans une journée. Oui, puis un entraînement avec lui, c'est comme une course. Hein. C'est le plus qu'on peut faire en moins de temps possible. OK. Est-ce que c'est vrai que même quand tu es en voyage, mettons, tu arrives à Vegas, tu n'as pas beaucoup dormi, tu vas être en contact avec Michel Roy qui va te dire, ben là, écoute, PCO, là, tu te bats ce soir, il faudrait peut-être que tu manges telle chose, il faudrait que tu te reposes, il te dit exactement tout quoi faire. Oui, ça, c'est vrai. Ça, je l'appelle dépendamment si je suis avec le monde en transport ou non, mais quand je suis dans ma chambre d'hôtel, je vais tout le temps l'appeler. C'est sûr que on va dire, mettons, OK, prendre une poitrine de poulet avec telle affaire pour, dépendant à quelle heure que je lutte, quel combat que je suis, qu'est-ce qui se passe, prendre un bonbon de miel à telle heure. Plein de petits détails, là. Bois de l'eau, mais prendre des petites gorgées tranquillement tout au long de la journée pour arriver bien hydraté. C'est ça qui est important, c'est que tu sois hydraté. Si tu manges trop haut en sucre, tu vas venir la bouche sec, puis tu n'auras pas de salive dans ton combat. Tous des petits détails pour peaufiner chaque petit détail, là, justement, chaque petite chose qui fait une différence. Il a complètement changé ta vie. Oui. Ben, tu sais, il est arrivé dans un bon timing. C'était vraiment le match, le fit parfait pour nous autres. On est arrivé. Moi, j'avais été le voir peut-être une dizaine d'années avant. Il m'avait complètement viré de bord. Écoute, il y avait d'autres. Il y avait le côté familial, les enfants jouaient au hockey. Là, j'ai arrivé dans un temps où il y avait moins de choses. Puis souvent, sa femme m'a dit j'ai tombé dans le bon temps. Dans le bon temps, oui. Pour toi, PCO, de ce que je me rappelle de toi, c'est que la famille, ça a toujours été très, très important. Tu es un gars de la rive sud de Montréal, de Sainte-Catherine. Tu es né là-bas. Tu as fait le tour de la planète plusieurs fois. Pourtant, tu reviens toujours ici, près de tes racines. Oui, bien, je comprends pas. Je serais pas capable. D'autant plus, maintenant, j'ai une fille de 10 ans. J'ai ma fille. Puis, c'est sûr, je pourrais pas me passer d'elle. Puis, je trouverais ça difficile d'habiter, mettons, en Floride. Il y a beaucoup qui habitent en Floride. Las Vegas, c'est prisé par plusieurs lutteurs. Beaucoup de lutteurs aiment Las Vegas. Le coût de vie là-bas est pas cher en banlieue. Pas d'impôts à payer. C'est ça. Il y a plein de choses attirantes, attrayantes, mais il n'y a rien comme être à la maison, je trouve. Ouais. Les gens sur Richelieu. Ouais. PCO, c'est toujours un plaisir de prendre le temps de te parler. Tu es un gars très sympathique, très près du peuple, puis je te souhaite une longue carrière. Hey, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Salut, Pierre-Carl. Bye-bye.